une exposition très colorée. Et on a vraiment le sentiment d'être un peu en exploration. Je sais que c'est vraiment un détail et que techniquement, ça fait pas du tout partie de l'œuvre. On avait envie de se le faire expliquer. C'est une expérience et un parcours qui nous fait vivre. On voit un mélange dans des matériaux très, très nobles. Parce que j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes! Bienvenue à un nouvel épisode de Pirates d'à l'Est de vos empires. Cette semaine à l'émission, on a décidé de tourner autour d'une thématique spécifique, celle de l'objet et de sa biographie. Donc, pour ce faire, on a d'abord concocté une table ronde qui va être menée par Charlotte Boisvert-Simard, qui fait en ce moment ses recherches sur, évidemment, l'objet, sa nature et surtout sur toute sa biographie. Elle travaille principalement sur l'artiste Betty Goodwin et sur sa série de bâches. Par la suite, après avoir discuté ensemble avec Julien Saint-Georges également, il faut que je le mentionne, eh bien, on reçoit en entrevue l'artiste Delphine Eggesberg pour parler en général de sa pratique. Mais avant de passer à ces segments préenregistrés, c'est le moment où on vous explique comment on a trouvé cette thématique-là, pourquoi on a décidé de jaser de l'objet et quel est le rapport avec l'histoire de l'art. Donc, Michel, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique? Oui, absolument. Eh bien, l'idée, en fait, m'est venue d'un court texte de critique d'art qui date de 1979 dans le New York Times, où, en fait, un critique s'intéressait à une exposition qui avait été présentée en galerie et qui juxtaposait des photographies de nature artistique de la Lune prises par Ansel Adams, un grand photographe bien reconnu de l'histoire de la photographie américaine. Et ces photographies donc de nature artistique, dont l'intention était artistique, étaient juxtaposées à des photographies de fonction scientifique de la NASA. Puis, ça m'a comme finalement, ça m'a inspiré cette réflexion-là de la vie, oui, la vie des objets, la vie des images et comment il n'y a rien de tout ça qui est fixe, dans le sens où une image dont l'intention initiale était scientifique peut ensuite être appréciée dans un contexte de la sphère artistique pour ses qualités esthétiques, par exemple, ou comment une image qui était artistique à l'origine peut finalement avoir un intérêt d'ordre scientifique ou social. Bref, c'est un peu ça qui a alimenté au début cette réflexion-là et qui nous a donné envie d'en lire davantage, d'y réfléchir davantage et donc d'inviter Charlotte à venir en jaser avec nous. Donc ça s'est avéré tellement fascinant. J'ai hâte que vous écoutiez ça. Donc, merci encore d'écouter cet épisode de Pirates enregistré sur nos ordinateurs dans le confort de notre maison. Évidemment, on ne sait toujours pas quand on va revenir en ondes avec nos pratiques podcast régulières, mais d'ici là, vous avez le plaisir de voir nos visages, nos expressions et nos mains, et on en reparlera plus tard. Il est si beau de vous entendre parler. Depuis qu'on est en confinement, tous et toutes chez soi, et qu'on enregistre nos épisodes à distance, et depuis aussi qu'on a pu l'occasion d'aller voir des expositions artistiques en personne, on a introduit un nouveau segment ou un nouveau modèle à l'émission À l'Est de vos empires où on programme parfois des tables rondes. Donc, on invite des collègues du milieu à se joindre à nous. On se donne un petit devoir de lire un texte, que ce soit un texte théorique ou quoi que ce soit, ou un enjeu qui touche à la réflexion sur l'art actuel. Et puis, on discute ensemble, vraiment sous la forme d'une table ronde, un peu comme si c'était un séminaire en théorie de l'art. Donc, c'est ce qu'on vous réserve aujourd'hui. On va discuter d'un texte qui s'appelle The Cultural Biography of Things, Commoditization as Process. Donc, la vie, la biographie culturelle des objets. Et c'est un texte écrit par Igor Kopitov en 1986. Donc, la personne qui nous a
conseiller cet excellent texte qu'on a le plaisir sur lequel on a le plaisir de discuter aujourd'hui. C'est Charlotte Boisvert-Simard qui est avec nous aujourd'hui. Salut Charlotte! Allô! Donc, Charlotte, elle est candidate à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université Laval et elle s'intéresse à ces enjeux dans ses recherches pour son mémoire. Donc, voilà, c'est elle qui a eu la bonne idée de nous conseiller ce texte qu'on va discuter aujourd'hui avec Sévia. Salut Sévia! Allô! Et Julien Saint-Georges-Tremblay. Salut Julien! Allô Michel. Allô à Charlotte, allô à Sévia. Allô à tous ceux qui nous écoutent, mon Dieu. Voilà, voilà. Donc, tous les quatre, en fait, on est à la maîtrise en histoire de l'art et notre point commun, c'est qu'on s'intéresse tous et toutes à l'art actuel. Donc, je pense que ça va être vraiment enrichissant de pouvoir jaser ensemble du texte. Et Charlotte, tu avais préparé pour nous une petite introduction au texte avant de se plonger direct dans la matière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, tout d'abord, merci de l'invitation. Je me sentais presque en séminaire de maîtrise. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis en fait, moi, j'ai décidé de vous proposer un texte qui m'habite là, depuis le début de ma maîtrise. Fait que c'est comme vraiment agréable de me replonger dans ce texte-là puis de vous entendre aussi sur le sujet. Donc, comme tu l'as dit, c'est un texte qui a été écrit par Igor Kopytov. C'est un anthropologue américain dont les recherches ont porté notamment sur l'esclavagisme, la place des ancêtres dans les sociétés africaines, mais aussi sur les commodités, la marchandise et le processus de marchandisation. Donc, c'est vraiment sur ce dernier point que j'avais envie qu'on se penche et c'est sur ça que traitait la lecture proposée. Donc, le texte, dans sa traduction en français, là, c'est la biographie culturelle des choses, la marchandisation comme processus. C'est un texte qui est d'abord tiré de l'ouvrage The Social Life of Things, qui a été dirigé par Arjun Appadurai. J'ai même le livre à l'appui. Donc, c'est un ouvrage qui réunit différents essais dont l'objectif commun, c'est de mettre de l'avant le caractère complexe de l'objet, de la valeur attribuée à l'objet, puis aussi les multiples significations que les objets peuvent porter. Donc, les idées autant de Arjun Appadurai qui a dirigé l'ouvrage et celles de Igor Kopytov, elles s'inscrivent dans un courant de pensée qui est populaire depuis la fin des années 80. Donc, c'est un courant de pensée qui place l'objet non plus comme un témoin passif ou un témoin des sociétés anciennes sans écriture ou un objet signe, par exemple. En fait, on le place plutôt au cœur des relations sociales. Donc, l'objet devient un acteur à part entière puis il a une capacité d'action sur le monde. Pour ce qui est du texte de Igor Kopytov, moi, j'en retiens deux concepts importants. Donc, le concept du processus de marchandisation et celui de la biographie de l'objet. Donc, pour les résumer simplement, il y a d'abord le processus de marchandisation qui, finalement, est un concept selon lequel la marchandise, c'est un état. C'est pas un état, c'est pas ce qui décrit un objet, c'est un état dans lequel peut être amené divers objets. Donc, en fait, n'importe quel objet, le plus divers soit-il, peut être amené à devenir une marchandise au courant de sa vie. Donc, on considère que l'objet possède une biographie, un parcours de vie. Puis, à travers cette biographie, l'objet peut devenir marchandise, mais c'est pas un statut final. Donc, par exemple, si vous achetez un morceau de vêtement, vous achetez une marchandise, une fois que vous le ramenez à la maison, cet objet-là n'est plus marchandise, il devient objet singulier. Vous pouvez même être amené à le singulariser en le portant, en l'usant, en le lavant, en le personnalisant. Puis, ben, ça se pourrait même que cet objet-là redevienne marchandise si vous le donnez dans un magasin de seconde main, par exemple. Donc, bref, c'est toutes ces sphères-là dans lesquelles peut graviter un objet qui ont intéressé Kopytov, qui nous dit finalement que pour analyser un objet, il faut aller par-delà la fonction initiale de l'objet. Il faut vraiment s'intéresser au parcours ou à la vie de l'objet dans toute son entièreté pour finalement saisir toute la complexité des objets, mais aussi pour saisir toutes les relations que des acteurs, que des gens peuvent développer avec l'objet au moment de sa vie.
Voilà. C'est un texte qui est devenu assez fondateur, qui a été cité surtout pour cette question-là de la biographie de l'objet. Donc, c'est devenu une genre d'option méthodologique que bien des chercheurs ont adoptée. Par exemple, Thierry Gonneau, qui est un ethnologue, qui a décidé justement d'écrire la biographie de différents objets. Donc, par exemple, il va s'intéresser à un groupe de poterie, puis il va retracer leur vie en parlant de l'extraction de la terre pour créer la poterie, jusqu'à la consécration des poteries au titre de patrimoine ou d'œuvre d'art. Donc vraiment, à travers toutes ces étapes-là, il va insister sur les relations que les gens vont développer avec ces objets-là. Il va y avoir des anecdotes, il va y avoir aussi, on va replacer l'objet dans un contexte politique, social. Donc vraiment, de voir à quel point l'objet peut nous en dire long sur le monde dans lequel on évolue. Donc ça, c'est comme un résumé du texte. Je suis certaine qu'on va pouvoir y revenir dans nos discussions, mais moi, je voulais expliquer pourquoi j'étais tombée sur ce texte-là, en fait, parce que c'est quand même loin de l'histoire de l'art, ou du moins, ça peut sembler loin de l'histoire de l'art. Puis, en fait, moi, il y a quelques années, je cherchais des outils pour approcher des œuvres d'art qui intègrent les objets du quotidien, qui est une tendance grandissante depuis plusieurs années. Là. Souvent, quand on pense à l'objet qui intègre la sphère artistique, on va penser à Marcel Duchamp et à ses fameux ready-made, mais depuis un siècle, il y a beaucoup d'autres exemples. Puis, moi, en fait, je cherchais des outils pour approcher ce genre d'œuvre-là. Puis, je me suis tournée vers les études en matière de culture matérielle et vers l'anthropologie. Et c'est là que j'ai découvert ces théories autour de la biographie de l'objet. Donc, moi, je serais curieuse de vous entendre sur vos premières impressions sur la lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture. C'est surtout, en fait, l'idée vraiment, là, je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu sais, comme l'idée d'une sorte de réseau, finalement. Tu sais, comme l'objet n'est pas comme autonome, vraiment, puis il se fait autant influencer qu'il influence, finalement, le propriétaire, même ceux, puis même du monde qui ne sont pas propriétaires de l'objet, sont influencés par l'objet. Ça, je trouvais ça très, très, très intéressant. Je trouvais que ça faisait vraiment sens, en fait, beaucoup. Je trouvais que c'est très abstrait, par contre, comme texte, tu sais, dans le sens qu'on est vraiment dans de la valeur. Tu sais, on ne parle jamais vraiment de... comment je dirais? On parle d'usage, mais on parle d'usage très social, finalement. Fait que je trouvais ça intéressant de s'éloigner vraiment de la fonction outil, tu sais, de l'objet pour se consacrer plus à quelque chose de la valeur comme quasiment symbolique, finalement. Fait que, comme moi, je comprends beaucoup pourquoi tu es arrivé à prendre ce texte-là pour de l'histoire de l'art, parce que je pense qu'on considère beaucoup l'œuvre d'art comme un objet symbolique, même encore aujourd'hui. En tout cas, on en reparlera, là, mais j'ai l'impression que autant dans le milieu de la plus théorique et dans le milieu plus, admettons, j'allais dire populaire, mais c'est comme juste ceux qui vont au musée ou comme juste un spectateur va quand même voir ça comme quelque chose d'abstrait, même s'il y a quelque chose de tangible. Fait que c'est ça, là, on dirait qu'il fait le pont entre les deux. Puis il amène des mots vraiment très concrets, finalement. C'est pas poétique comme texte. Il y a comme vraiment une sorte de structure qui est très, très intéressante, puis qui te donne un point de vue sur tout l'univers aussi, comme toute la société en général, aussi, nos rapports à l'objet. J'ai questionné mon propre rapport à l'objet en lisant. J'ai comme réalisé que je m'occupe pas trop de mes objets, au final. Ils n'ont pas une vie très, très douce, je pense. Mais je pense que c'est ça, on pourra en reparler. Là, mais j'ai l'impression que c'est pour me détacher aussi un peu, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on donne quasiment trop d'importance aussi à la vie des objets. Mais ça c'est bien personnel, dans un certain sens. Pour ma part, moi, dans le cadre de mes recherches et mes intérêts personnels, je m'intéresse beaucoup à l'ontologie des choses. Tu sais, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on nomme les choses, comment est-ce qu'on les applique. Et ce texte-là, fort pertinent d'ailleurs, a été un peu déstabilisant pour moi parce que on dirait que je veux tout le temps classer les objets alors que Peter passe son temps à nous dire que c'est très fluctuant le statut d'un objet, ou du moins sa valeur. Par exemple, il va parler de valeur sentimentale, il va parler d'une valeur marchande, il va parler d'une valeur culturelle, et il va vraiment montrer que selon l'individu qui traite un objet, selon sa culture, selon la manière dont cet objet-là est utilisé,
comme Julien le mentionnait un petit peu plus tôt, ben son statut est très différent. Donc, il peut occuper plusieurs statuts en même temps. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, du texte de Kopitov, c'est dans sa conclusion, il dit « There are no perfect commodities ». Autrement dit, il n'y a rien qui est parfaitement exactement une marchandise. Il n'y a rien qui est exactement une chose. Donc, c'est très déstabilisant pour moi qui essaye de tout classer. Mais j'ai trouvé ça super le fun. Et après ça, ça m'a ouvert comme un peu l'esprit et ça a ouvert une réflexion chez moi sur cette notion-là, finalement, de est-ce que les objets sont plusieurs choses en même temps? Quand est-ce que ça change? Et qui a le droit de définir c'est quoi la nature d'un objet? Comment on fait pour définir ces objets-là? Ouais. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué aussi dans le texte, c'est le propos de l'auteur qui parle de, finalement, deux dynamiques qui seraient opposées et qui régissent, finalement, le statut de l'objet. D'un côté, on a la propension à la marchandisation. D'un autre côté, la propension à la singularisation. C'est intéressant de voir, si on remet le texte dans son contexte historique, un texte qui est paru en 1986, c'est intéressant de voir comment, déjà en 1986, l'auteur parle de comment la marchandisation grandissant du monde, de la vie, même de nos dynamiques sociales dans un système capitaliste, ben ça juste, finalement, ça s'est exacerbé de plus en plus. Puis là, aujourd'hui, on est quoi? On est 30 ans, 35 ans plus tard. On est dans un monde hyper capitaliste où la frontière entre ce qui est marchandable et ce qui ne l'est pas est encore plus floue. Je pense notamment à ce que mon chum dit des fois, c'est que quand un objet est gratuit, c'est toi le produit. Dans le sens où, là, peut-être que je fais une grosse parenthèse, mais un bon exemple, c'est Google Home. J'ai eu une offre de Google de recevoir un Google Home gratuit. Évidemment, je l'ai pris, ça m'a coûté absolument $0. J'ai reçu chez moi un Google Home. Mais c'est parce que finalement, il y a comme un phénomène qui s'est produit où c'est moi qui est devenu presque un objet de marchandisation. C'est la personne qui est un produit avec une valeur marchande parce que c'est moi le réceptacle de publicité. Donc, c'est intéressant de voir comment le texte, oui, nous amène à réfléchir notre rapport aux objets, mais aussi à réfléchir comment ce processus de marchandisation-là a vraiment envahi toutes les sphères de nos vies, autant publiques que privées. Mais, tu sais, il envahit, il dit, justement, ça, je trouvais ça aussi intéressant de Kopitov, il disait que ça fait comme partie, finalement, de l'humanité. Tu sais, il y a une sorte de l'échange et il y a certains chercheurs qui parlent de l'échange comme quelque chose d'intrinsèque à une structure sociale. Fait que, mettons, oui, le capitalisme, genre, le pousse à 1000% en termes d'intensité, mais au final, ça fait partie de nous, genre d'échanger, puis de donner une valeur, puis d'essayer de produire, d'essayer de classifier, comme tu dis, Sylvia. Fait que ça aussi, ça décomplexifie, je trouve, en fait, le capitalisme dans un certain sens. Là. Ça devient comme relatif un peu. Puis ça devient un objet qu'on contrôle. Puis des fois, le capitalisme ne contrôle pas ça. Là. C'est tellement gros, c'est informe, mais une valeur d'objet, ça l'est plus, puis ça devient humain. Fait en tout cas, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, comment il l'abordait. Ça devenait plus saisissable, on dirait. Puis par rapport à la biographie de l'objet, le fait de retracer le parcours de l'objet pour en saisir sa pleine valeur, vous, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissiez déjà? Bien, moi, j'y réfléchissais récemment pour la simple raison, en fait, qu'il y a un épisode d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle High Maintenance, qui est sorti récemment, où, en fait, l'épisode au complet raconte la biographie sociale et culturelle d'un briquet. J'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent en rapport avec le texte parce que le briquet, c'est une commodité la plus banale possible à laquelle
il y a une vraie valeur marchande, il y a une vraie valeur d'usage, mais la valeur marchande est tellement petite que comment dire, on dirait que c'est un objet qui est un peu au-dessus d'une transaction classique. C'est un objet qu'on emprunte, qu'on se partage, qu'on se passe entre nous, qu'on peut c'est comme socialement accepté de voler le briquet de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un objet auquel on n'accorde pas du tout une valeur sentimentale ou quoi que ce soit, normalement. Quoique, quand on suit la biographie de cet objet-là, ici, c'est une fiction, on s'entend, là, dans le cas de l'épisode, mais on se rend compte qu'à travers la vie de cet objet-là, son statut, dans l'hiérarchie qu'on accorde à la valeur des choses, son statut a vraiment fluctué. Que ce soit un enfant qui a trouvé le briquet dans les poubelles, puis pour qui c'est devenu le plus grand des trésors parce qu'il allume, il y a du feu, c'est vraiment hot, ou que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui l'a laissé traîner dans son tiroir de cuisine pendant des années sans jamais y prêter attention jusqu'à le jeter à la rue. Donc, ça m'a fait beaucoup penser à ça, au mode de narration qu'on voit parfois dans les films, dans les livres, dans les séries télé, où le point de vue vient d'un objet ou d'un animal, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand on était jeune, il y avait des films où on suit la vie d'un chien qui a vécu plusieurs expériences différentes ou avec plusieurs familles différentes. Puis c'est intéressant, dans le cas d'une œuvre d'art, par exemple, d'adopter ce mode de narration-là qui part du point de vue de l'objet plutôt que des gens autour qui interagissent. D'une manière ou d'une autre, c'est sûr que les gens qui interagissent avec l'objet vont avoir un impact sur la biographie de l'objet, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est de raconter cette histoire-là à travers l'objet. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les biographies des gens finissent par s'entremêler à la biographie de l'objet. Puis en fait, Arjun Appadurai, dans l'introduction de l'ouvrage dont il était question, lui, il dit justement que oui, il y a une valeur marchande, mais il y a toute la valeur symbolique qui s'accumule dans les objets, un peu comme on peut penser à des objets dont on hérite ou des objets, des trucs un peu vintage. Là, il y a comme toute une mode autour du vintage. Pourquoi on s'intéresse à ça? C'est que ça a une histoire. Donc, toute cette valeur-là qui n'est pas tangible, justement, qui est difficile à expliquer. Mais justement, quand on retrace la biographie des choses, on en comprend un peu plus la complexité, peut-être. Puis, pour revenir à ta question de départ sur la biographie de l'objet, je trouve ça intéressant surtout de l'appliquer quand on parle d'art actuel aux modes qui vont réutiliser des objets du quotidien. Parce que, tu sais, si on parle d'une œuvre d'art plutôt classique, là, disons un tableau, mais l'histoire de la toile tendue est pas tellement intéressante ou n'apporte pas grand-chose au contenu de l'œuvre. Par contre, quand on parle d'œuvres qui vont utiliser des objets du quotidien, qui vont les réintégrer, là, la biographie de l'objet commence à être intéressante parce que si elle a été intégrée à une œuvre, nécessairement elle a un sens autre. Peut-être que c'est un sens qui est purement esthétique, peut-être que c'est un sens qui est biographique, historique, mais nécessairement cet objet-là a comme transité d'une situation de marchandise pour être élevé au statut d'objet d'art ou du moins d'éléments d'art. Donc, je pense que cette question-là de biographie devient extrêmement pertinente avec des pratiques qu'on voit beaucoup, en fait, ces temps-ci, c'est-à-dire des pratiques d'accumulation d'objets ou bien des pratiques où on va tout simplement transférer le statut d'une œuvre, d'un objet en œuvre d'art, ou à l'inverse, on va prendre une œuvre d'art et on va le déstatuer de sa biographie. Donc, j'ai plein d'exemples en tête, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Bien, c'est très, très pertinent ce que tu dis, Sylvia. Puis je pense qu'il faut aussi démêler le type d'objet intégré aux œuvres parce que c'est sûr qu'il y a des artistes pour qui l'objet de seconde main est super important justement parce qu'il a appartenu à d'autres personnes. Donc, il y a une trace, il y a de la mémoire. Mais il y a des artistes qui intègrent des objets nouveaux, là, des objets complètement sortis de l'industrie. Tout ça est à démêler, mais dans tous les cas, personnellement, je trouve ça très intéressant de parler de ces objets-là. Puis, tous mes intérêts de recherche sont nés d'une insatisfaction à ne pas avoir d'informations sur ces objets. Je m'explique, là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le discours en histoire de l'art tend souvent à parler de l'œuvre une fois qu'elle est devenue œuvre d'art, mais quand il est question d'un objet du quotidien qui intègre une œuvre d'art, moi, j'aime bien qu'on parle de l'objet parce que
c'est comme si on nie que l'objet il a une existence à l'extérieur du musée ou à l'extérieur de la galerie, justement. Puis, ben, en fait, ça m'amène à ma première question que j'avais envie de vous poser. Je voulais savoir si, pour vous, c'est intéressant de parler de la première vie de l'objet qui intègre une œuvre d'art. J'espère que c'est clair, là, comment je le dis, ou ça n'a pas d'importance. Une fois que l'objet devient œuvre d'art, ce qui est important, c'est le discours de l'artiste, le discours muséal, et c'est tout. Je pense que oui, c'est important. Ouais, ben, tu sais, c'est comme je reviens un peu à ce que je disais avant, c'est l'idée d'autonomie, là. Tu sais, c'est-à-dire que c'est ça qui est le fun avec Kopitov, là, c'est que justement, on parle plus d'une sorte un statut fixe, là, tu sais. Puis c'est ça aussi, je pense, le problème des fois avec l'œuvre d'art, là, un peu, là, mais c'est plus, moi, je voyais vraiment ça comme une problématisation de la valeur, justement, d'une œuvre, là, tu sais, c'est-à-dire quand il y a des gens qui parlent beaucoup de la valeur marchande. Puis là, ils s'arrêtent à ça. Puis là, il faudrait que ça soit comme toute la justification de la valeur de l'objet. Mais là, si on commence à justement décortiquer l'objet, décortiquer comme un objet qui semble être banal, justement, mais on essaie de voir, de décortiquer c'est comment il a acquis de la valeur d'une autre manière. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis ça démystifie finalement l'œuvre aussi, j'ai l'impression. Tu sais. On pourrait faire ça, la même affaire avec des pigments. Là. Tu sais, ça, mettons que quelqu'un, là, il voyait une peinture puis il trouvait, mon Dieu, cette peinture-là, elle n'est pas si intéressante que ça. Mais si, au final, on peut développer, bon, mais le pigment a été fait par l'artiste, admettons. Tu sais, fait que là, il y a une manipulation de la matière, justement. Tu sais, qu'avant le statut final d'œuvre d'art, ben, il y a eu tout le processus. Je pense à... Ça peut aussi, on peut le voir aussi comme ça. Tu sais, on n'a pas besoin de juste voir ça comme justement t'en parlais de Duchamp. Je pense qu'il y a quelque chose de... Ce processus-là pourrait s'appliquer à des objets plus classiques, même de l'histoire de l'art. Tu sais, comme qu'ils sont déjà concernés, sont comme déjà statués ayant de la valeur, mais là, on pourrait leur trouver une autre valeur, finalement. Tu sais. C'est pas juste un objet de luxe ou un objet singulier. C'est un objet humain. Tu sais, je pense que c'est ça aussi qui est bien intéressant avec lui, c'est qu'il humanise l'objet. On ne peut pas les déconnecter l'un de l'autre, au final. Tu vois, Julien, je suis pratiquement d'accord avec tout ce que tu dis, surtout sur l'autonomie de l'objet. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais pour moi, la biographie de l'objet qui est intégré à une œuvre d'art est pertinente dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ça va vraiment aller dans l'intention de l'artiste et dans sa pratique. Comme je donnais l'exemple là, de la toile qui est utilisée pour peindre, est-ce que sa biographie est pertinente? À moins que cet objet-là amène une couche supplémentaire de sens à l'œuvre, je n'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose dans sa réception. Ceci dit, la question de la vie de l'objet est extrêmement pertinente lorsqu'il est intégré. Puis, pour revenir à la question de la valeur, je donnerais un exemple super classique, là, le fameux crâne de Damien Hirst qui est fait entièrement, qui est recouvert de diamants, en fait, où la valeur marchande de l'objet, des diamants, peut surpasser la valeur de l'œuvre d'art en tant que telle. Puis là, la question est ouverte. Est-ce qu'il faut considérer la valeur marchande de l'objet dans sa biographie ou bien lorsqu'il est intégré à l'œuvre d'art, il perd ce statut-là et récupère un nouveau statut, finalement, un nouveau sens. Dans la logique où, Charlotte, tu disais que cette biographie-là est un peu modulable ou s'ajoutaient les unes après les autres, ces diamants-là ne perdraient jamais sa valeur de base, malgré le fait que sa valeur marchande fluctuerait. Je n'ai pas de réponse à ces interrogations-là, mais je trouve ça intéressant de voir qu'un objet peut vraiment varier, encore une fois, là, d'un statut à l'autre, selon sa biographie. Oui, c'est ça, c'est que le marché de l'art, c'est comme si c'était une exception, en quelque sorte, aux dynamiques plus consensuelles de la marchandisation, dans le sens où la valeur qu'on accorde à un objet, peut être évaluée selon comme différentes perspectives. On peut parler d'une valeur en termes de labeur, tu sais, combien de temps tu as mis à créer cette œuvre. Alors que la manière qu'on va poser la valeur monétaire d'une œuvre d'art dans le marché de l'art est souvent
complètement ailleurs. C'est vraiment pas fait selon la valeur matérielle, ni la valeur liée au temps de labeur qui a été accordé à l'objet. C'est vraiment autre chose, puis c'est assez fascinant de... J'arrive toujours très mal à comprendre, en fait, le marché de l'art. C'est une chose très, très abstraite. Mais je trouve que le marché de l'art, justement, mais en tout cas, surtout à la lecture, là, ça me sécurisait dans ma perception que le marché de l'art, c'est comme une petite bulle qui nous permet que ces grands moments d'absurdité nous permettent de voir. Il faudrait faire une transition entre ces grands moments d'absurdité dans le marché de l'art vers le marché en général. Tu sais. C'est-à-dire que l'économie en général, ce n'est pas comme un système dont on n'a pas le contrôle, qu'on est des engrenages, on a une incidence dedans. Puis c'est nous qui gèrons la valeur. La fucking valeur n'est pas universelle, elle est construite, tu sais. Puis je pense que lui en parle, puis l'histoire de l'art, le marché de l'art le montre de la manière la plus divertissante, je pense, finalement. Oui, absolument. C'est une construction culturelle et idéologique que d'apposer une valeur monétaire. Mais sur des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont plus de valeur tellement leur valeur est élevée. C'est ça aussi. Oui, j'ai trouvé ça vraiment pertinent comme exemple dans le texte, justement, une des fois où l'auteur fait référence à l'art, à une œuvre d'art en tant que telle. Je pense qu'il parle d'une œuvre de Picasso, puis il parle d'un paradoxe du marché de l'art, du fait que finalement, dans le marché de l'art, il faut qu'une œuvre devienne priceless, c'est-à-dire qu'on l'a tellement singularisé que ça devient impossible de lui donner une valeur monétaire. Puis, mais finalement, de manière assez ironique, dans le marché de l'art, il faut qu'une œuvre devienne priceless pour que sa valeur monétaire augmente dans le marché. Et je pense que moi, je passerais à une question, puis en tout cas, j'ose croire qu'il va y avoir un beau lien à faire, mais puisqu'on parle de la biographie de l'objet, on peut parler aussi de la biographie de l'œuvre d'art qui intègre ou pas là, un objet du quotidien, mais je me demandais si pour vous, l'entrée au musée signifie la fin de la biographie d'objet. Est-ce que pour vous, c'est une genre d'étape idéale qui s'inscrit dans un parcours de vie modèle? Puis je pense même que ça pourrait s'appliquer à un objet archéologique. Est-ce que justement, quand on considère qu'une trouvaille archéologique est tellement importante qu'on l'intègre dans une collection, est-ce que c'est une genre je sais pas, est-ce que c'est la fin de son parcours biographique, mais c'est aussi une étape parfaite? Je sais pas comment vous voyez ça, là. Je reviendrai peut-être encore une fois à la seule phrase que j'ai citée de ce texte-là, comme quoi il n'y a pas de commodité parfaite, il n'y a pas de marchandise parfaite. Puis j'ai l'impression que dans le cadre d'une œuvre d'art, il n'y a pas non plus de biographie d'une œuvre qui serait parfaite. Donc, l'entrée en musée, pour moi, est une étape qui peut être variable. Par exemple, je réfléchis en même temps que je parle, là, mais le Monet qui s'est fait puncher il y a quelques années, sa vie, sa biographie a changé même en étant inscrit dans un musée. Donc, oui, il y a eu une intervention qui est peut-être très peu anodine, mais sa biographie a quand même évolué à l'extérieur de son statut d'œuvre d'art muséale. Je vous laisserai continuer parce que j'avais juste envie de nommer Puncher un moment. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Un autre exemple qui m'est vraiment venu en tête pendant la lecture, c'est la question de l'art inuit. Donc, si on pense à la première acquisition de M. Brousseau, qui fait partie de l'exposition permanente au musée. Donc, c'est une petite sculpture qui date des années 50, un petit objet que nous, on considère comme une œuvre d'art inuit, mais qui, à l'époque, était un objet de culte avec une dimension spirituelle, qui a finalement eu plusieurs vies à travers le temps jusqu'à ce qu'elle se trouve dans une collection permanente muséale. Donc, la sphère de réception de l'objet qui est passé des mains d'une communauté inuit qui lui accordait pas du tout le statut d'œuvre d'art, finalement, a pris une valeur marchande puisqu'il y a quelqu'un qui en a fait l'acquisition pour devenir un objet de
collection, qui a fait partie de la collection personnelle de quelqu'un pendant plusieurs années, qui lui a accordé une autre couche biographique finalement à l'objet parce que pour lui, c'est un objet d'une grande importance, pour M. Brousseau, là, parce que c'est sa première acquisition. Donc, il y a comme cette aura de singularité-là qui a additionnellement été surajoutée sur l'objet puis sa valeur symbolique. Mais le fait que ça soit arrivé dans une collection permanente au musée, je ne considère pas du tout que c'est la fin de la vie d'un objet. Si on pense même à une exposition permanente, par exemple, au musée, on parle de permanence, mais c'est pas permanent du tout. L'objet a fait partie d'une exposition pendant plusieurs années pour retourner ensuite dans la réserve, pour ensuite faire partie d'une nouvelle exposition qui est en place depuis 2016. Puis c'est sûr que la manière qu'ont même les conservateurs d'approcher l'objet, de réfléchir l'objet, d'écrire sur l'objet, ça se modifie drastiquement au fil du temps. La manière qu'on parle d'art inuit aujourd'hui est certainement différente d'il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Donc, c'est une vie de l'objet qui est toujours en devenir, qui ne va jamais finalement s'éteindre jusqu'à finalement la destruction finale de l'objet. C'est peut-être la fin de la vie d'un objet. Tant que l'objet existe, sa vie va continuer d'être animée. Que j'ajouterais, tu sais, spécialement l'exemple que tu donnes, Michel, je pense que c'est un exemple d'un parcours assez idéal pour un objet parce qu'il est présenté en ce moment au musée. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un visiteur qui va voir l'exposition, à chaque fois qu'il y a un guide qui va parler de cette œuvre-là, à chaque fois que quelqu'un va écouter un audio guide ou va même prendre une photo pour faire un post Instagram, même, je pense que la vie de l'objet va se poursuivre. Mais moi, il y a une nuance que je voulais apporter, c'est que oui, je crois que le commissaire, le conservateur peut poursuivre la vie de l'objet, le critique d'art, le public, mais la réalité est tout autre. Là, on parle d'un objet qui est exposé, mais en fait, les musées regorgent d'objets qui sont enfermés dans des réserves. Fait que moi, je me dis, des fois, je trouve ça dommage de me dire que la vie de l'objet, on accorde beaucoup d'importance à l'acquisition du musée, mais en réalité, souvent, les objets rentrent dans les réserves puis ils restent là assez longtemps, dépendamment de c'est qui travaille au musée, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les expos, c'est quoi l'espace. Ça peut être aussi pratique que l'espace qui n'est pas disponible. Donc, pour moi, ça, il y a quelque chose d'un peu déchirant. Je trouve ça dommage que l'objet dorme dans les rivières, puis on sait qu'il y en a beaucoup de ces objets-là, dont la biographie est en suspens, du moins. C'est comme ça que je le vois. Ouais, ça, des moments où il ne se passe pas grand-chose dans leur vie, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais je trouvais que c'est vraiment une bonne question, en fait. Là. Parce que c'est ça, c'est. En tout cas, de la valeur marchande, on dit souvent qu'un objet d'art, quand il rentre au musée, il devient comme fixe. Là, ça devient un peu neutre. Mais tu sais, moi, en tout cas, dès que tu m'as posé la question, moi, je me suis tout de suite dit, ah non, c'est pas la fin, c'est le départ, en fait. Je vois plus ça comme. Ben ouais, parce que c'est comme l'objet, il existe, tu sais. L'objet devient œuvre d'art quand il rentre au musée. Tu sais, c'est vraiment une institution de validation de l'objet tellement forte, tellement comme évidente que. Avant, on dirait que c'est comme une autre vie. C'est comme s'il y avait une renaissance, là, quasiment. Si on y va vraiment dans la métaphore là, de la vie. Là. Puis, si, admettons, on y allait aussi, mais en fait, je me dirais que ce serait la fin de la vie d'un objet si l'œuvre d'art, admettons, est très en opposition avec l'institution. Admettons, je sais pas, là, j'imagine qu'il y a des Daniel Buren dans des musées, mais tu sais, Daniel Buren, c'est un artiste qui toute sa vie a comme été contre l'institution, contre le White Cube, admettons, contre le cube blanc du musée. Et là, quand il est acquéri par un musée, est-ce que là, tout d'un coup, il y a encore une valeur? Parce qu'on lui donnait toute sa valeur, on lui donnait à cause qu'il était à l'extérieur du musée. Mais là, le musée a comme rattrapé, en quelque sorte, l'a comme réintégré. Fait que est-ce que ce ne serait pas le musée, à ce moment-là, qui perdrait un peu de sa valeur? Lorsqu'il accepte, je pose une question, lorsqu'il accepte une œuvre, qu'il la critique, est-ce que ce ne serait pas le musée, en fait, qui change plutôt que l'œuvre en tant que telle?
Ouais. une question ouverte que j'ai. Puis pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai un exemple, là, je m'excuse si je ne suis pas très spécifique parce que je n'ai pas fait la recherche, mais je pensais à l'œuvre de Nadia Mir qui avait été présentée pendant Manif d'art 2019, qui s'appelait Living with Contradictions, où elle discutait, en fait, c'est une vidéo où avec plusieurs autres artistes autochtones, il y avait une discussion sur l'objet et sur un peu la manière dont les Occidentaux, les white people de musée utilisaient finalement des objets et les élevaient à un statut d'artefact très, très, très précieux, alors que pour plusieurs communautés autochtones, ben, la vraie destinée de cet objet-là serait plutôt de retourner à la terre. Puis là, j'ai réussi à trouver une note qui dit qu'elle milite plutôt pour une reconnaissance de l'aura immatérielle des œuvres. Je trouve ça intéressant. Peut-être que Michel, tu pourras ajouter parce que tu avais travaillé plus que moi sur cette œuvre-là. Mais Ben, tu viens de me citer d'ailleurs, c'est moi qui ai Ah. C'est bon. Mais oui, je suis vraiment contente que tu ramènes cet exemple-là parce que j'y pensais aussi pendant la discussion. Il faut aussi se rendre compte que notre manière de réfléchir l'objet ou la vie de l'objet est très anthropocentrique. Tu sais, c'est par rapport à le temps de notre vie. Mais l'objet, il continue d'avoir une vie qui va... Si on pense à des objets qui sont préservés dans un contexte muséal, par exemple, c'est des objets qui vont vivre beaucoup plus longtemps que nous et dont la désintégration matérielle va être trop lente pour que nous, à l'œil nu, on puisse peut-être l'observer, mais que, tu sais, il faut réfléchir aussi dans le temps long à la vie de l'objet. Je passerai peut-être à mon autre question, puis vous me direz vos impressions. Donc, si on revient un peu au texte d'Igor Kopitov, il nous explique que finalement, la marchandise, c'est un état dans lequel différents objets peuvent entrer et sortir. Donc, bref, très flou. Et je me demandais si l'état d'œuvre d'art était quelque chose de transitoire. Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que... Puis après ça, on peut le penser de différentes manières. On peut penser une œuvre d'art qui entre et qui ressort du statut de ce statut-là, de la sphère artistique. On peut penser aux objets intégrés aux œuvres d'art, on peut penser à une image, on peut penser à des objets ou à des corpus au statut problématique. Bref, j'ouvre là vraiment, mais est-ce que pour vous, l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui peut être transitoire? Je lance la question. C'est une question qui m'habite un peu depuis quelque temps. Jadis, j'avais travaillé sur le travail de BGL et surtout sur les difficultés muséales qu'il causait pour les conservateurs de ce monde, puisque dans plusieurs œuvres des BGL, ils vont réutiliser en fait des matériaux qui ont appartenu à une autre œuvre. Donc, par exemple, ils vont prendre des éléments d'une œuvre de 2016, ils vont les démonter, ils vont les réintégrer à une œuvre de 2019, par exemple. Et ça cause beaucoup de questions parce que la biographie de cet objet-là qui se déplace d'une œuvre à l'autre est changée, mais ça reste que l'œuvre, dans toute sa conceptualisation, va toujours rester la même et va toujours être un peu comme une photo d'un moment spécifique de la vie d'un objet. Donc, oui, c'est là où je me situe dans cette réflexion-là. Pour moi, le statut de l'objet peut changer, mais pour moi, l'œuvre d'art en tant que telle, biographiquement, du moins, ou temporellement, va être comme une espèce de photo d'un moment. Donc, si on décide que cette œuvre-là va toujours avoir cette valeur-là en 1984, eh bien, sa vie peut continuer, mais ça reste que le statut d'œuvre d'art, un peu comme tu disais, Charlotte, qui est cumulatif, eh bien, ne va jamais changer. Cette œuvre va toujours exister, et cela au détriment de la vie de l'objet lui-même qui, elle, peut être modifiée. Mais, tu sais, ça me fait vraiment penser, c'est à l'idée, mais comme je le disais au début, là, c'est très abstrait, ce qui parle, Kopitov, puis moi, ça nous remet vraiment, là, quand on s'intéresse à l'art actuel, à quel point je trouve l'art conceptuel ou des notions de conceptuelles de l'art sont en tout cas, moi, c'est très ancré, là, que je le veuille ou non, on dirait que c'est comme ça que je définis une expérience artistique. En fait, je vais miser plus sur l'expérience artistique que l'objet
va me faire vivre plus quasiment que sur la réalité concrète de l'objet. C'est ça qui est un peu fou. Tu sais, en parlant, là, on n'arrête pas de parler de l'objet, mais on parle finalement de quelque chose qui n'existe pas. Là, on parle même plus de quelque chose de concret, mais on parle d'objet. Tu sais. Fait que, il y a comme, je trouve ça très beau, très, très relatif, justement. Ça l'explose, ça nous permet de déconstruire nos rapports, finalement, plus que l'aspect concret. Là. Mais c'est difficile aussi de commencer à aborder comme ça parce que ça ouvre sur plein de problématiques. Puis, en tout cas, moi, je pense que oui, l'œuvre d'art, c'est un état transitoire complètement. Là. Moi, ben, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à... Moi, mes recherches sont plus dans l'art infiltrant, l'art furtif, puis on parle beaucoup, beaucoup de dissémination là-dedans. C'est-à-dire que l'objet se perd carrément. T'sais. Le geste, il devient invisible, il peut se dégrader, il peut se perdre. Donc, c'est très proche de l'art conceptuel au final, mais dans une réalité très gestuelle, très, très impliquée dans l'art public, finalement, contrairement à une statue, admettons, d'un grand politicien qui, lui, ben, aussi a un statut transitoire. T'sais. Est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que c'est un objet de pouvoir? Est-ce que c'est un objet qui permet d'asseoir vraiment un contrôle sur l'espace public? Fait qu'il y a comme même une sculpture aussi fixe qu'un bronze, d'après moi, peut être transitoire, finalement, là. Dépendamment encore là des époques, comment on l'aborde. Ouais. Je veux revenir sur ce que je disais parce que Julien, tu m'as éclairé avec tes lumières de spécialiste sur la notion de l'expérience, en fait, qu'il ne faut pas confondre avec l'objet. Puis ce que j'ai fait, en fait, dans ma première intervention, où je confondais un peu l'expérience d'un moment avec la biographie de ce dit objet-là. Puis tu m'éclaires beaucoup dans cette notion-là, ça. Puis aussi tout l'aspect des œuvres qui sont éphémères. Est-ce que l'œuvre existe toujours, même si elle n'est physiquement plus là? Comment est-ce que... Quel est son statut? C'est des trop grandes questions pour moi. Puis dépendamment du milieu, dépendamment de la personne qui intervient avec l'objet, l'artiste peut décider de travailler avec des objets du quotidien, mais peut le manipuler d'une manière super brute, super sans faire vraiment attention à ces objets-là. Puis une fois qu'ils rentrent au musée ou une fois que des gens se mettent à le manipuler, bien là, on met des gants blancs, puis là, on en prend soin. Il y a ça aussi, là, dépendamment de qui touche les objets. Je pense que pour certains artistes, c'est peut-être absurde qu'on ne puisse pas toucher les œuvres. Tout ça aussi, je pense que ça peut influencer, puis ça peut faire que... Bref, est-ce que l'œuvre d'art, c'est pas plus quelque chose une aura, genre? C'est quelque chose qui dépend aussi d'un milieu, puis d'un contexte, puis d'une institution, je sais pas. C'est des questions que je me pose. Est-ce que vous aviez autre chose à dire? Parce qu'on a vraiment fait le tour des 3 questions que je vous avais préparées sur le texte. Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose? Il va falloir faire un colloque, je pense. C'est plus ça l'idée en ce moment. Mais je tenais quand même à te remercier, Charlotte, d'avoir pris le temps de faire la recherche, d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. C'est des questions qui sont très grandes. J'ai l'impression que je sors de cette conversation-là avec encore plus de flou, encore plus de doutes, mais c'est un doute qui est très positif. C'est le doute du chercheur qui a plus de devoirs, en fait. Donc, merci aussi à Julien de s'être joint à nous pour ce segment. Merci à Michel. Et on revient tout de suite après avec une entrevue avec l'artiste Delphine Guesbard qui utilise elle aussi l'objet et sa biographie dans sa pratique. Évidemment, on ne collera pas du tout cette conversation-là à sa pratique, mais peut-être que vous allez pouvoir tisser des liens vous-même. Entrevue. Quand vous get down to brass tacks. Pour conclure cette émission spéciale thématique sur l'objet, sa nature, sa définition, sa biographie, on a décidé d'inviter une artiste visuelle, une travailleuse culturelle également, Delphine Guesbard, qui a une pratique qui centre beaucoup en fait l'objet et il touche et il emprunte beaucoup. Donc, salut Delphine.
Salut! Delphine Guesbord, mais tu es travailleuse culturelle. Tu entretiens une pratique artistique depuis plusieurs années qui tourne autour principalement de la photographie. Tu es bachelière de l'Université Laval en arts visuels et également tu as été formée en histoire de l'art. C'est d'ailleurs là où on t'a connue. Donc, tu as aujourd'hui un triple chapeau. Tu es très impliquée dans la communauté artistique de la Ville de Québec, il faut le dire. Et tu es ici avec nous finalement pour jaser de ta pratique à toi. Donc, peut-être pour te mettre en situation, en fait, la dernière œuvre qu'on a pu voir de toi au grand public a été exposée lors de l'exposition Double-Double en 2019 dans le cadre du Mois Multi. En fait, c'est une exposition satellite que toi et Charlotte aviez commissariée. L'œuvre en question, là, se nommait Sans titre, les mains. Et moi, dans mon parcours de sensibilisation de la pratique, c'est la première et la seule œuvre que j'ai eu l'occasion d'expériencer en personne. Donc, pour partir avec ce petit background-là, j'aurais envie de te demander, Delphine, quelle est ta pratique artistique? Comment tu la définis? Oui, mais c'est toujours une question qui est particulière là, à laquelle on tente de répondre, mais je poserais comme base, puis c'est probablement comme ça que j'en suis venue à collaborer à la discussion d'aujourd'hui, c'est que les objets font souvent partie de ma pratique artistique. Je m'y intéresse souvent comme des marqueurs de temps. Je m'intéresse aux objets comme porteurs de mémoire aussi. Puis, bon, pour ces deux raisons-là, souvent, j'en suis venue des fois à travailler avec l'idée de l'empreinte, du moulage, mais l'empreinte photographique aussi, parce que par le biais de la photographie, souvent, je pouvais extraire les objets de leur contexte quotidien. Parfois, je pouvais venir vraiment, d'abord les montrer aussi, mais je pouvais les immortaliser aussi dans une certaine mesure, ou en tout cas immortaliser leur image ou un état ou un moment de la vie de ces objets-là. Fait que les objets, ça fait assez longtemps que je m'intéresse à ces idées-là d'objets du quotidien ou de traces, de passages. Là, je me souviens qu'il y a quand même plusieurs années, je m'étais même intéressée aux graphies ou à des griffonnages que les gens laissaient derrière eux, puis à les traiter, à venir les échantillonner même. Puis plus récemment, là, il y a eu le projet la solitude des objets, là, où vraiment les objets étaient le sujet principal du projet. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Puis plus récemment, particulièrement en relation avec le projet Sans titre, les mains, là, est venu un intérêt assez important autour des archives photographiques également, qui sont eux qui m'intéressent beaucoup parce que les archives photographiques, il y a un triple statut, là, à mon sens. C'est à la fois des objets qu'on échange, qu'on partage, qu'on se transmet, qu'on conserve, mais c'est des images aussi, évidemment, c'est des photographies. Mais c'est aussi des indices, hein, vraiment au sens de l'empreinte photographique, là. Tu sais, l'indice au sens de Pierce, là, avec l'idée vraiment d'un contact là, physico-chimique. Fait qu'il y a vraiment comme tous ces éléments-là, je trouve, qui sont inclus dans le travail autour des archives photographiques, puis qui m'intéressent, qui me nourrit vraiment très souvent, en fait. Un peu plus tôt, on parlait un peu des statuts chancelants, modifiables de ces objets-là. J'ai l'impression que dans ton cas, en plus de cette valeur d'archives ou d'objets, il y a aussi une valeur sentimentale qui va s'ajouter. Parce que dans plusieurs de tes œuvres, en fait, tu vas travailler à partir de photos, d'un corpus d'images qui est issu de ta famille à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ces corpus-là? Oui, en fait, il y a à la fois le corpus d'images, mais même j'élargirais là, même au projet autour de la série de la solitude des objets. Moi, je pense qu'il y a eu un moment, puis je pense qu'on le fait tous à un moment ou à un autre, là, ce constat-là que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ou les générations qui nous précèdent, les individus décèdent, puis que la disparition de ces individus-là engendre tout un mouvement
de choses. Comme il y a tout à coup une sorte d'inventaire qui se fait de toutes les possessions de cette personne-là, des possessions avec des objets, bon, qui sont plus usuels, mais des souvenirs aussi. Puis là, tout à coup, il y a comme un élagage qui se fait, mais il y a une partie de ces objets-là qui vont être transférés à un autre individu, puis il y a comme cette chaîne de mouvements-là, de moments-là qui se passent, puis il y a nécessairement, dans ce mouvement-là, la disparition de certains objets, puis la préservation de d'autres. Puis je pense qu'il y a eu un moment, c'est ça, où ce passage-là m'a particulièrement touchée, m'a particulièrement marquée, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait la série sur la solitude des objets, où finalement, il y a certains de ces objets-là que je voulais marquer dans le temps, dont je voulais garder une image, parce qu'il en était venu à se retrouver dans la demeure de mes parents. Et tout à coup, ces objets-là que moi, je n'avais pas nécessairement côtoyés pendant toute ma vie, mais que je savais qui étaient arrivés à la maison. Puis c'est ça, il y a comme eu aussi tout ce processus-là de discussion avec mes parents là, qui m'ont aidé à sélectionner certains objets, à les sortir des boîtes ou à sortir des objets qu'eux, je savais qu'ils avaient côtoyés pendant leur enfance aussi. Puis finalement, il y a les objets, puis aujourd'hui, il y a les images de ces objets-là qui sont pas équivalentes à l'objet usuel ou à l'objet souvenir qui demeure dans la maison de mes parents encore aujourd'hui. Tu sais, il y a comme eu cette transition-là quand même par le processus photographique entre l'objet de base puis son image aujourd'hui. Puis pour toi, quel sens prend à ce moment-là l'œuvre photographique, un peu ce que toi, tu vas apporter à ces objets-là? Quel sens l'image peut prendre, d'une part, pour un regardeur, mais également pour toi, puis pourquoi avoir décidé de les charger comme ça et de leur donner un peu, comme on parlait, plutôt un nouvel élément biographique? Bien, en fait, je pense que par le geste photographique, on vient à augmenter beaucoup la valeur. Tu sais, tout à l'heure, dans la table ronde, vous avez évoqué les différents types de valeurs qu'un objet pouvait avoir. Il peut avoir une valeur usuelle, une valeur monétaire, il peut avoir une valeur sentimentale, une valeur symbolique. Puis, je pense que au moment où on photographie l'objet, puis non seulement où il n'est pas documenté dans son environnement habituel, où il est pris, il est placé dans un environnement particulier qui est celui du studio photo, où il est isolé complètement de tout le reste, puis où il est capté à ce moment-là, tout à coup, peu importe le degré de préciosité de cet objet-là, tout à coup, il acquiert un statut particulier, beaucoup plus précieux. Peu importe sa valeur marchande, là, disons, ça peut être un souvenir, des fois ça peut être un objet qui peut avoir l'air relativement banal, mais tout à coup il se trouve chargé de quelque chose de particulier, tu sais, à ce moment-là. Mais ça le sort d'un contexte qui soit strictement personnel, je pense aussi, de le placer dans ce contexte-là. Tout à coup, c'est plus seulement un souvenir de famille, et il y a tout ce changement-là de statut qui survient à ce moment-là. Puis, dans ta pratique, tu travailles beaucoup en série. Là, on gravite beaucoup autour de la solitude des objets. Je te demanderais, alors, quel sens ça prend une fois que ces objets-là, qui sont des objets qui ont des identités individuelles, sont regroupés au travers d'une série et sont exposés ensemble? Quel sens ça donne aux œuvres individuelles d'être regroupées? Ah, c'est une très bonne question, ça. Parce qu'en fait, on pourrait avoir l'impression tout à coup qu'ils sont placés comme dans un inventaire, là, ou qui perdent de leur singularité parce qu'ils se retrouvent en un ensemble. Puis à ce moment-là, je pense que ça fait toute une différence, le type de mise en espace qui est choisi. Tu sais, on peut faire un accrochage qui est très, très serré, où on va être devant une énumération, où on peut être devant une mise en espace très, très aérée, où chaque objet a un éclairage qui est particulier. Je pense que tout se joue à ce moment-là, particulièrement dans la mise en espace. Puis tu vois, c'est intéressant parce que ce corpus-là, il a été présenté une seule fois
même pas dans son entièreté, là, mais une partie du corpus qui a été présenté. Puis aujourd'hui, les différentes photographies sont dispersées pour la plupart dans différents lieux, dans différentes demeures. Puis effectivement, la manière de les aborder n'est pas du tout la même. Puis rétrospectivement, je pense qu'ils fonctionnent très bien seuls, ces photographies-là, plutôt qu'en ensemble. Puis là, on a parlé beaucoup de cette série-là, mais j'aimerais qu'on se déplace un peu et qu'on aille explorer. J'y suis restée quelque temps, un corpus photographique et vidéo de 2016. D'abord, pour l'intérêt de notre public, est-ce que tu peux nous décrire ce projet-là? Oui, donc en fait, cette série, ce corpus-là, j'y suis restée quelque temps. Je l'ai développé à partir, c'est le premier que j'ai fait à partir de photographies d'archives d'un lot d'images familiales. Et ça regroupe différentes reproductions d'images. Certaines sont associées, en fait. Certaines sont présentées seules sur un fond blanc. Donc, point de vue de présentation, ça ressemble à plusieurs égards là, aux caractéristiques esthétiques de la solitude des objets, dans le sens qu'on a un élément qui est centré sur un fond blanc, donc déjà qui vient l'isoler aussi de son environnement. C'est des photographies qui sont relativement anciennes. C'est des photographies noir et blanc qui se trouvent dans la série J'y suis restée quelque temps. C'est des photographies qui, physiquement parlant, font quelques pouces, là, parfois 4 pouces par 4 pouces ou 3 par 4. Là, donc, ça vous donne une idée. Une fois qu'ils sont imprimés, les photographies sont légèrement plus grandes, mais pas beaucoup, pour garder quand même ce rapport-là assez intimiste à l'image, parce que c'est ça, c'est des petites images, c'est des images de famille. Fait que je voulais quand même garder un rapport qui soit très proche pour la dimension des images, à l'exception d'une. Puis c'est là où ça devient intéressant, je pense, là, dans le travail de ce corpus-là, c'est que je dirais que ce projet-là réside dans les actions précises qui ont été posées sur les images. Donc, d'une part, la recension, l'observation d'un grand lot d'images, la sélection de certaines, puis ensuite le choix de venir, pour certaines, les associer, donc venir créer comme une correspondance ou un contraste ou attirer l'attention sur un élément particulier de certaines images. Il y a d'autres images, donc il y a certains des éléments du corpus qui m'intéressent pour l'image qui est présentée sur la photographie. Il y a d'autres éléments du corpus qui attirent l'attention sur physiquement les objets photographiques. Donc, il y en a un, entre autres, où on retrouve 2 fois la même image, mais c'est 2 tirages différents sur lesquels je suis tombée à travers le lot d'images. Donc, c'est la même photographie. Il y en a une qui est datée, il y en a une qui ne l'est pas, il y en a une qui est pas tout à fait au focus. Il y en a une qui est vraiment au focus. Donc, c'est 2 tirages, donc c'est 2 objets, mais c'est une seule image. Il y a aussi un des éléments où je m'intéresse plutôt au discours qui est porté sur la photographie. Puis là aussi, ça devient intéressant dans le processus de vie de cette image-là parce que, en fait, l'image a été prise, il y a eu un tirage et la personne a inscrit quelque chose au dos de l'image et cette inscription-là dit « Raoul, une amie et moi ». Sur la photographie, on retrouve un homme et 2 femmes. Et donc, il y a une des 2 femmes qui se désigne elle-même et qui parle au « je » en parlant de l'image. Puis ça a un sens complètement différent quand c'est elle qui l'écrit ou quand c'est moi qui le lis ou quand c'est une autre personne qui le lit. Donc, il y a quand même tout ce rapport-là au discours, à l'image que je trouvais absolument fascinant parce que ce discours-là, en fait, il a été écrit pour la personne qui l'écrivait vraiment à ce moment-là. Fait que ça aussi, c'est un autre élément qui m'intéressait. Il y a une autre photographie, quand je l'ai vue, ça me faisait absolument penser au déjeuner sur l'herbe. C'est peut-être les relents là, justement de la formation en art et en histoire de l'art, mais cette photographie-là, c'est la seule exception. Elle a été imprimée beaucoup plus grand pour un peu faire écho à ce format-là du tableau, à quelque chose de plus grand ou à cette référence-là, à un format plus d'histoire de l'art ou quelque chose de plus monumental. Fait que ce corpus-là, vraiment, il met en évidence comment c'est ces gestes-là, puis c'est surtout mon regard sur les choses qui m'intéressait là-dedans. Donc, ça peut être assez subtil, là, mais c'est vraiment
un corpus qui s'organisait autour de ces gestes-là, micro-gestes ou plus grands gestes, plus apparents, là. J'apprécie beaucoup le fait qu'au début de tes explications, tu es très historienne de l'art. Tu approches un peu le médium photographique, tu approches l'archive, tu vas vraiment parler, c'est comme un peu finalement un métadiscours sur la condition des pratiques artistiques. Et plus tu en discutes, plus il y a du personnel qui vient, plus la touche artistique, le geste décréé prend sa place. À tel point que sur ton site web, tu vas mentionner en fait qu'il s'agit d'une appropriation personnelle d'images anciennes. Et j'aimerais un peu peut-être glisser vers finalement sentir les mains où tu vas carrément performer des positions de main que tu as vues sur des photos. Avant de peut-être discuter de cette œuvre-là particulièrement, je me demandais, est-ce que pour toi, tes interventions sur les œuvres, et une intervention, ça peut être simplement de choisir, d'exposer ou de ne pas exposer, est-ce que pour toi, c'est un acte qui est performatif? C'est super intéressant parce que je ne l'ai pas mentionné, mais dans le corpus, j'y suis restée quelque temps, le corpus d'images fixes était accompagné d'extraits vidéo de moi qui me suis filmée quand j'ai commencé à regarder le corpus d'images. Il y avait une caméra qui était placée au-dessus de la table, de ma table de travail, et on voyait seulement les images et mes mains, puis on me voyait donc sortir les images, les observer une à une, les organiser d'une certaine manière qui était comme assez intuitive, mais effectivement, il y avait dans ce moment-là, il y a comme une documentation de ce moment-là qui était plus performatif, plus du geste, plus de l'ordre de la découverte des images, de la classification qui effectivement a été filmée puis a été avec des extraits choisis, là, était diffusé sur un dispositif écran qui ressemblait un peu à une table en fait avec un angle puis qui recevait la projection vidéo. Donc on replaçait finalement un peu l'image un peu comme sur une table. Puis effectivement à ce moment-là, oui, il y avait l'importance d'attirer l'attention sur cet ensemble de gestes-là. Et ça s'est manifesté en vidéo qui recensait cet ensemble de gestes-là. Donc, est-ce que pour toi, il y a une part de performance? Je sais que tu ne veux pas le dire, mais... C'est que j'oserais pas. Je trouve que, d'une part, je me considère pas assez outillée, peut-être, pour parler plus théoriquement là, de la performance puis du cadre théorique là, autour de la performance. Puis tu sais, il y a l'idée aussi de la performance, du performatif. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans, donc je serais pas à l'aise non plus de le nommer comme ça parce que je pense que c'est peut-être plus proche de la documentation vidéo à ce moment-là que je faisais que de la performance. C'est sûr qu'il y a toujours une conscience de la présence de la caméra. Fait qu'on serait même plus proche disons, de quelque chose de l'ordre de la vidéo performance, mais en même temps, j'ai l'impression que j'étais plus près de la documentation que d'une performance à ce moment-là. Bien que, effectivement, on peut rarement nier la présence d'une caméra quand il y en a une. Je pense que je stick beaucoup sur cette notion-là parce que j'étais impressionnée, en fait, quand tu as créé Sans titre les mains, que tu décides, toi, de prendre la pause et d'illustrer un peu ces positions de main. Ça m'apparaissait au départ un peu différente de ce que tu as l'habitude de faire. Et puis, plus je lisais sur tes œuvres, plus je m'intéressais à ta pratique, plus je me disais que tu étais toujours présente, que la posture de l'artiste était toujours là au final dans ces œuvres-là. Bref, je ne vais pas plus loin dans cette réflexion-là. J'aurais envie, par contre, qu'on discute de Sans titre les mains et j'inviterais peut-être Charlotte à se joindre à la conversation puisque ça a été exposé dans le cadre de Double Double, une exposition que vous avez faite en duo de commissaire. Donc, j'aimerais ça, Charlotte, que tu me parles peut-être de l'œuvre Sans titre les mains, comment toi tu l'aperçois?
Oui, ben c'est des super beaux souvenirs en plus de se replonger dans ce projet-là qui était super. Puis le projet de Delphine, je pense que je l'ai vu. Ben c'est ça, Delphine et moi, on est des amis là, fait que c'est sûr que j'ai vu le projet évoluer autant dans les moments où elle se demandait comment elle allait y arriver, puis j'ai vu le produit, ben, le projet fini. Fait que c'est sûr que j'ai un rapport bien particulier à ce projet-là. Je me sens presque un petit peu impliquée là, d'une certaine manière. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de super magique dans ce projet-là. Ben, magique, puis en fait, je sais pas, je pense qu'on peut regarder l'œuvre sans se douter tout le travail de recherche dans les archives qui a été fait. Puis après ça, quand on en parle, puis quand on comprend que ça provient de photographies, d'archives, il y a une autre dimension qui apparaît. Il y a quelque chose de super énigmatique de voir ces mains-là flotter dans un fond noir. Puis après ça, ben, on se demande comment Delphine a réussi à conserver cette pose-là. On se demande si ça vient, c'était quoi le contexte de cette main-là. Bref, ça soulève plein de questions. Puis c'est ça, je pense que c'est un projet qui fonctionnait super bien, spécialement avec c'était-tu 8 ou 9 écrans, Delphine? On dirait que je me souviens. 8 écrans. C'est 8 écrans, donc de voir cette espèce de danse-là, des mains qui prenaient différentes poses tout en même temps, il y avait quelque chose de chorégraphique qui était très, très poétique, vraiment. Tout à fait. Puis, Delphine, j'aurais envie de te demander d'où part cette idée de t'intéresser à la posture des mains dans un aspect qui est photographique, dans la mesure où tu t'intéresses à la manière dont les gens positionnent leurs mains en photo spécifiquement. Oui, ben en fait, les mains, c'est assez fascinant, là. C'est sûrement un élément du corps qui est aussi expressif que le visage ou presque, là. On parle parfois là, qu'un portrait peut être complètement raté ou réussi, en fait, à cause de comment les mains sont agissantes dans une image. Ça peut trahir des fois un inconfort, de la maladresse, ou parfois, le fait qu'une personne est très, très détendue. Donc, parfois, quand je regardais certaines images, il y avait vraiment... je pense qu'en fait, au tout départ, là, une des premières images qui m'avait fascinée, c'était les mains d'un homme qui était déposé sur la table pendant un repas. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très particulier avec ces mains-là, tu sais, puis plus que je commençais à regarder, tu sais, à m'attarder aux mains dans ces lots d'images-là avec lesquelles je travaillais depuis quand même quelques temps, ben c'est devenu quand même assez fascinant là, de faire une sorte d'inventaire de toutes ces mains-là, puis d'aller juste les capter, les extraire parfois du contexte même de l'image pour les observer vraiment simplement pour ce qu'elles étaient comme image, comme posture, puis justement comme posture captée là, à un moment très particulier. Puis ensuite, il y a eu ce moment-là de voir comment on pouvait les retravailler. Puis assez rapidement, ça m'est apparu pas aussi intéressant que ce projet-là soit simplement photographique, parce qu'en fait, au moment où je me suis intéressée à reproduire ces postures-là de main, donc de venir les jouer ou de venir essayer de me replacer dans cette forme-là qui peut trahir différentes impressions ou un contexte plus large. Finalement, ça m'a paru assez évident que la photographie ne rendait pas ce que cet exercice-là exigeait. En termes d'effort, en termes de complexité aussi, parce que la main, c'est comme un objet en 3D, mais finalement, moi, je la recréais pour créer une image ou recréer une image en particulier. Ma morphologie n'est pas la même. Donc, il y avait toute cette notion-là d'effort, puis de prendre la pause qui était importante. Puis ça se déclinait dans la durée. Fait que c'est à ce moment-là que le projet est vraiment devenu un projet vidéo. Où finalement, on allait vraiment, comme Charlotte disait, ça se tournait sur un fond noir, puis ma main entrait dans le champ de la caméra, venait se placer, puis la pause était maintenue pendant plusieurs secondes, au moins 30 secondes, 1 minute, là, tu sais. Donc, à ce moment-là, on a vraiment le temps de voir finalement cette image-là prendre place puis disparaître. Puis il y a comme un peu l'idée presque d'un tableau vivant, là, de venir vraiment prendre la pause, créer l'image, puis ensuite la faire disparaître. Puis ça se plaçait sur 8 écrans distincts où on voyait les mains apparaître et disparaître, se côtoyer. Donc, il n'y avait pas un synchronisme dans la manière que les mains apparaissaient. Je souhaitais que ce soit vraiment
que ce soit fluide, puis qu'il y en ait qui apparaissent, qui disparaissent, pour pas qu'on soit comme dans une sorte d'urgence d'essayer de toutes les saisir, de toutes les saisir d'un seul coup d'œil, mais qu'on puisse les regarder une à une, puis que ce soit presque comme une galerie de portraits, que chacune de ces mains-là soit presque comme un individu, une personnalité, puis qu'elle en côtoie d'autres finalement. Delphine Guesbord, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour discuter de ta pratique, mais également discuter de l'objet d'art, l'objet d'archive et également ta place en tant qu'artiste dans ce schéma-là, finalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère te recevoir à nouveau, peut-être pour une autre thématique. On tient également à remercier Charlotte Boisbert-Simard de s'être rejointe à nous pour cette discussion. À l'Est de vos empires est un projet de Florence Gariepi, Michel Drapeau et Sévia Pellissier. L'équipe de production souhaite remercier le Centre Avatar, ses partenaires et collaborateurs, ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses ayant participé à cette émission. Cette balado-diffusion est réalisée grâce au soutien de la mesure d'aide Première Ovation de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. Let's have bizarre celebrations. Let's forget who